3 pays scandinaves sur 5 seront présents à l'Euro 2021, signe de la progression de ces nations en termes de football. Si les yeux seront tournés vers la Finlande, sélection montante qui participera à sa première compétition internationale, un autre pays non qualifié mérite qu'on s'intéresse à lui. Avec des jeunes joueurs déjà annoncés comme des cracks, la Norvège est sans aucun doute la prochaine sélection émergente en Scandinavie. La Norvège peut-elle devenir la nouvelle sélection émergente du football européen ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode du Regista Club. Salut à toutes et à tous, c'est Yanis et bienvenue pour ce nouveau numéro du Regista Club, le programme qui vous propose une vision globale du football. Quand on parle du football scandinave, on pense généralement au Danemark, champion d'Europe en 1992, à la Suède régulièrement présente lors des tournois internationaux, à l'Islande qui a connu une progression fulgurante ces dernières années. On pense absolument pas à la Norvège et c'est assez logique puisque ça constitue absolument pas une grande nation du football. Pour résumer, la Norvège c'est 3 participations à la Coupe du Monde, en 1938, en 1994 et en 1998, et une seule participation à l'Euro, c'était en 2000. Au palmarès de la Norvège, on compte seulement une médaille de bronze obtenue lors des Jeux Olympiques de 1936, puis un long passage à vide jusqu'aux années 90 où on a probablement la meilleure génération norvégienne de son histoire, avec des joueurs comme Ole Gunnar Solskjær, Tore André Flo ou Henning Berg. Parce que dans les années 1990, la Norvège c'est loin d'être une mauvaise équipe. Lors du lancement du classement FIFA en 1993, la Norvège est même deuxième de ce classement, et en 1999, le journal France Football nomme cette équipe européenne de l'année. Cette équipe de Norvège se paye même le luxe de battre le Brésil lors du premier tour du mondial 1998. De plus, si la sélection norvégienne est dans l'ombre de ses voisins, elle est également dans l'ombre au niveau national puisque en termes de football en Norvège, ce sont surtout les femmes qui s'illustrent. La sélection norvégienne féminine est considérée comme une des meilleures au monde. Elle a notamment remporté la Coupe du Monde en 1995, le championnat d'Europe en 1987 et 93, ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2000. Du coup, on voit bien que ce soit au niveau régional auprès de ses voisins ou au niveau national vis-à-vis de la sélection féminine, la sélection masculine norvégienne, elle est jamais au devant de la scène vraiment quoi. Sauf que depuis la moitié des années 2010, on a des signes encourageants du côté de la sélection masculine. Entre 2016 et 2020, la sélection norvégienne passe de la 83e à la 43e place au classement FIFA, soit un gain de 40 places en seulement 4 ans, ce qui est énorme. La Norvège échoue même au barrage de l'Euro 2021 face à la Serbie, mais il faut souligner le fait que c'était un stade que la Norvège n'avait plus atteint depuis les barrages pour la Coupe du Monde 2006. Mais surtout en Norvège, c'est qu'on a en ce moment affaire à une génération de joueurs ultra talentueux. Certains sont considérés comme des cracks, je pense notamment à l'attaquant Erling Haaland ou au milieu de terrain Martin Odegaard. Mais ils ne sont pas les seuls, puisqu'ils sont accompagnés d'autres joueurs au profil ultra prometteur. Je pense par exemple à Christopher Ajer, défenseur au Celtic Glasgow, à Sander Berg ou encore à Jens Peter Haug qui... Sauf qu'une fois qu'on a fait ce constat, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi cette génération arrive maintenant et pas à un autre moment. Et pour comprendre tout ça, il faut essayer de s'intéresser à l'environnement dans lequel a évolué toute cette génération de joueurs. Ce qu'on remarque en premier lieu, c'est que ce sont tous des joueurs nés à la fin des années 90, au début des années 2000. Et si vous vous rappelez ce que je vous disais en début de vidéo, les années 90, ça correspond vraiment à l'âge d'or du football norvégien. C'est vraiment à cette période-là que la sélection nationale va avoir les meilleurs résultats, que ce soit du côté des hommes, mais également du côté des femmes. Et c'est une période où le football va être de plus en plus populaire au sein de la culture norvégienne. On a donc déjà des enfants qui grandissent dans un environnement où le football occupe une place de plus en plus importante. Ils ont donc de plus en plus de chances d'être socialisés à ce sport et donc de le pratiquer et d'être de meilleurs joueurs que les générations précédentes. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que dans les années 2000, certes, la Norvège ne participe pas à des compétitions internationales, mais elle a quand même quelques joueurs qui évoluent dans des grands clubs européens. On a par exemple John Arne Riise qui joue à Liverpool et qui remporte la Ligue des Champions avec cette équipe, ou John Carew qui évolue à l'OL et qui joue la Ligue des Champions chaque année. Mais on a aussi le club norvégien de Rosenborg qui est présent chaque année en Ligue des Champions. Du coup, même si la Norvège n'occupe pas le premier plan au niveau européen en termes de football, elle commence à se faire quand même une petite place. Et il y a un autre phénomène qui est intéressant d'observer au sein de l'actuelle sélection norvégienne, c'est qu'on a plusieurs joueurs qui sont des fils d'anciens joueurs professionnels, comme Erling Haaland ou Martin Odegaard, donc les deux têtes de gondole de la sélection norvégienne,
norvégienne, et ça va avoir son importance. Déjà dans le cadre de la socialisation primaire, qui concerne la socialisation des enfants au sein de l'espace familial. Ces jeunes ont beaucoup plus de chances d'être socialisés au football, et ils vont hériter du capital footballistique de leur père. Quand je parle d'hériter de ce capital, je dis pas que, sous prétexte que leur père était un joueur professionnel, ça veut dire que intrinsèquement, ces joueurs ils sont destinés à devenir des grands footballeurs ou des joueurs de foot professionnels. Non, c'est pas ça que j'explique. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont hériter du capital culturel, du capital social lié au football de leur père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, ils vont hériter du capital culturel de leur père en termes de football, c'est-à-dire toutes les connaissances appliquées au football, c'est-à-dire les techniques d'entraînement, les façons de jouer, les façons de s'entraîner, mais ils vont également hériter du capital social de leur père en matière de football, c'est-à-dire connaître les bons entraîneurs, connaître les bons agents, connaître les bons clubs. Et en l'occurrence, étant donné que beaucoup de ressources sont réunies pour ces joueurs, il y a beaucoup plus de chances qu'ils finissent footballeurs professionnels. Du coup, là, on a les éléments pour comprendre pourquoi il y a de plus en plus de joueurs qui jouent au football en Norvège. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a aussi une révolution, je dirais, culturelle dans la manière de jouer au football, parce que auparavant, dans les années 90, certes, la sélection avait des résultats corrects, mais au niveau du style de jeu, c'était vraiment pas flamboyant. Ils jouaient ce qu'on appelle le kick and rush, c'est-à-dire balancer des longs ballons devant et utiliser ses qualités physiques et athlétiques pour faire la différence. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette génération, on a des joueurs avec un profil beaucoup plus technique. Et ça, c'est dû à une innovation technologique en particulier, c'est les terrains en synthétique qui ont été installés un peu partout en Norvège à partir de la deuxième moitié des années 2000. Et pourquoi ça joue un rôle en fait dans la façon de jouer au foot? Tout simplement que auparavant en Norvège, on jouait sur des terrains donc traditionnels, donc des pelouses, sauf qu'à cause du climat, les terrains ils étaient impraticables plus de la moitié de l'année. Et là, avec des terrains en synthétique, cette question des aléas climatiques, elle ne se pose plus parce que, par définition, un terrain synthétique, vous pouvez y jouer, peu importe la météo, peu importe la température. Si vous êtes capable de jouer au football durant toute l'année, vous avez beaucoup plus de chances de développer votre technique, de devenir de meilleurs joueurs de foot que si vous jouez la moitié de l'année comme c'était le cas dans les générations précédentes. Et on a également la question aussi de la surface du terrain, c'est-à-dire que si maintenant vous pouvez jouer sur un beau terrain en synthétique, alors qu'avant vous deviez jouer sur des pelouses quasi gelées ou en mauvais état, c'est des terrains qui vous permettent pas trop de poser le ballon, d'avoir un jeu très technique. Aujourd'hui en fait on se retrouve avec des joueurs norvégiens beaucoup plus complets que par le passé parce qu'ils sont beaucoup plus techniques et en parallèle ils ont quand même conservé ce qui faisait leur caractéristique principale, à savoir la puissance et le physique. Donc avec tous ces éléments on comprend mieux ce qui s'est passé en amont et ce qui a amené à avoir une génération de joueurs plus talentueux que par le passé. Mais maintenant ce qu'il faut essayer de comprendre aussi c'est pourquoi la sélection en elle-même maintenant elle fonctionne plutôt bien, et ça c'est dû à un homme en particulier, Lars Lagerbäck. Si vous ne savez pas de qui il s'agit de l'entraîneur qui a emmené la Suède en 8e de finale des Coupes du Monde 2002 et 2006. Il a également qualifié le Nigeria pour la Coupe du Monde 2010, mais son plus grand fait d'armes reste d'avoir amené l'Islande jusqu'en quart de finale de l'Euro 2016. Lars Lagerbäck, c'est un homme très respecté en Scandinavie. Il est réputé pour faire progresser toutes les équipes dans lesquelles il passe, surtout les plus jeunes joueurs, et il est aussi connu pour savoir créer une vraie cohésion, un vrai esprit de groupe dans toutes les équipes qu'il entraîne. Et donc quand il prend la tête de la sélection norvégienne en 2017, lui il a la recette pour faire fonctionner cette équipe de la meilleure manière possible. Cependant, malgré tous ces signaux encourageants, on est quand même en droit de se poser la question de la marge de progression possible de la sélection norvégienne. On peut premièrement s'interroger sur le niveau du championnat norvégien, qui, bien qu'il ait progressé depuis quelques années, reste un championnat mineur. On a eu l'émergence de clubs comme Molde ou Bodo Glimt, mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que bien qu'il y ait une progression de ces clubs, c'est surtout la régression de Rosenborg qui inquiète, puisque si le club se qualifiait systématiquement pour la Ligue des Champions dans les années 2000, aujourd'hui il peine à se qualifier pour la Ligue Europa. Et à part ces trois clubs, le reste c'est un peu le néant. L'autre question qu'on est aussi en droit de se poser, c'est la concurrence des autres nations. Parce que certes, la Norvège a atteint les barrages de l'Euro 2021, mais à la Coupe du Monde 2022, il sera encore plus difficile de se qualifier puisqu'il y aura encore moins de place. De plus, la sélection est tombée dans un groupe de qualification assez relevé avec la présence des Pays-Bas et de la Turquie, donc c'est pas impossible pour elle d'obtenir une place pour les barrages, mais il y a quand même du travail. En plus, même lors de la Ligue des Nations 2020, la Norvège a fini deuxième de son groupe dans la Ligue B, derrière l'Autriche.
qui est loin d'être une sélection majeure en Europe. Et enfin, la dernière question, c'est que certes, on a une génération ultra prometteuse, mais est-ce qu'il est peut-être pas trop tôt pour se prononcer? On a des joueurs nés pour la plupart entre 98 et 2000, et à part Erling Haaland et Christopher Ayer qui sont chacun titulaires dans leur club respectif, bah le reste, c'est un peu plus compliqué pour eux. Il y a aussi la question du profil de ces joueurs et du manque d'équilibre entre le secteur offensif et le secteur défensif. Et enfin, on a aussi la question du sélectionneur actuel, Lars Lagerbäck, qui a quand même 72 ans, qui est sorti de sa retraite pour venir entraîner la Norvège. On peut se demander si sa méthode fonctionne vraiment toujours, surtout avec des joueurs qui ont l'âge d'être ses petits-fils. Donc la Norvège peut-elle devenir la nouvelle sélection émergente du football européen? Je pense qu'elle en a tous les ingrédients. Elle peut devenir vraiment une équipe très intéressante à suivre dans les années à venir, mais après, comme je vous l'ai expliqué, on a quand même quelques limites. En tout cas, je serais pas étonné que dans les mois à venir, il y a une hype autour de cette équipe, et étant donné que vous nous suivez au Regista Club, bah vous serez au courant avant tout le monde, et ça c'est plutôt cool. Et d'après vous aussi, est-ce que la Norvège peut devenir la nouvelle sélection émergente du football européen? Donnez-nous votre avis en commentaire, on serait curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram et sur Twitter, et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo du Regista Club. Ciao!